en gros? Oui. Ok. Parfait. Alors, donc, moi, je suis donc sage-femme de formation initiale et je suis coordinatrice pour le réseau Endo-Sud PACA depuis maintenant 3 ans. Alors, je vais vous faire un petit historique de pourquoi on a mis en place des filières de prise en charge de l'endométriose sur toute la France. Alors, la pathologie est caractérisée par un retard au diagnostic et une errance médicale pouvant aller de 5 à 7 ans. Donc, ce qui entraîne effectivement une chronicité des douleurs chez les femmes qui en sont atteintes. Et effectivement, la prise en charge précoce du traitement permet une amélioration de la pathologie, des symptômes de la pathologie, sans la guérir. Donc, l'idée était effectivement de pouvoir améliorer les prises en charge de cette maladie. Et sous l'impulsion des associations de patientes, il y a plusieurs années maintenant, dans les années 2020, hein, ça fait bientôt 6 ans, sous l'impulsion des associations de patientes, il y a eu la stratégie nationale sur la prise en charge de l'endométriose et qui a abouti en juillet 2027 à l'instruction qui a mis en place, qui a ordonné en fait, cette instruction ministérielle a ordonné la mise en place des filières de prise en charge de l'endométriose sur tout le territoire français. Donc actuellement, il y a 18 filières qui sont constituées ou en cours de constitution en Guyane, enfin Outre-mer, Martinique, Guyane et sur tout le territoire métropolitain. Avec donc des filières qui sont à des niveaux d'avancement différents. Endo-Sud PACA est à un niveau intermédiaire. Alors là, le PowerPoint que je vous propose est un petit peu date du milieu de l'année dernière. Il y a déjà eu des modifications puisque il y a 18 filières constituées alors que dans mon PowerPoint, il n'y en a que 12 qui sont notées. Alors, la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose impose donc la mise en place de filières pour améliorer la prise en charge et améliorer le parcours de soins des femmes et optimiser effectivement les traitements. Donc, pour Endo-Sud PACA, alors, ce ne sera peut-être pas vraiment dans l'ordre, alors attendez, voilà. Donc ça, on reviendra dessus. Au niveau de la filière régionale sur PACA, l'association, donc c'est un financement qui est un financement ministériel et qui est alloué aux ARS donc régionales et qui finance donc les filières endométriose. Donc elles sont sous-tendues juridiquement par des associations de loi 1901 et ça pour toutes les filières au niveau national. En 2020, l'association prise en charge de l'endométriose en région sud a été constituée. Et donc, on a un bureau qui est constitué de 4 chirurgiens gynécologues, M. Agostini, Dr Piéchon, Mourtialan et Lévesque, qui sont tous qui travaillent tous dans des établissements de santé autour d'Aix et Marseille. On tente, non, depuis l'année dernière, 2024 et en 2025, on a mis en place des commissions professionnelles, des commissions thématiques, pour être représentatif effectivement du maillage territorial avec des spécialistes qui sont les radiologues, les chirurgiens, les algologues. Et donc, on a 10 commissions thématiques et professionnelles qui sont actuellement constituées pour répondre à la fois aux besoins des femmes, mais aussi répondre et être en accord avec les besoins des professionnels. Pour Endo-Sud PACA, en 2023, il y a eu la mise en place de la coordination, donc, qui a permis de structurer un peu les différentes actions. Donc actuellement, on a 2 équivalents temps plein au niveau de la coordination. Donc moi, à temps plein sur la coordination régionale avec un mi-temps d'assistante de coordination qui est représentée par Angélique Solinas. On a mis en place des coordinations territoriales depuis février 2025, donc c'est tout à fait récent, pour répondre justement aux besoins territoriaux et faciliter justement le maillage local et répondre mieux aux besoins des femmes. Donc actuellement, on a 2 coordinations territoriales, une dans le Var qui est assurée par
Laure Fabre qui est sage-femme et une dans le Vaucluse qui est assurée par Solène Guité et qui est infirmière de formation initiale. Voilà. Donc, ensuite, donc, au niveau de nos missions, on a donc une feuille de route qui est donnée. Alors ça, je vais revenir un petit peu en arrière. Là, je suis désolée, hein. C'est un peu mélangé. Une feuille de route qui donc cadre nos missions, hein, comme un peu tous les dispositifs, je pense. Hein, c'est le cas pour chacun. Donc, dans notre feuille de route, on a piloté la mise en œuvre de la démarche qualité, parce qu'effectivement, tous les professionnels qui sont rentrés dans le cadre d'EndoSud se sont engagés dans une démarche qualité, à la fois une démarche qualité de prise en charge, de traitement, mais aussi d'accompagnement des femmes, puisque la prise en charge médicale n'est pas seulement que chirurgicale. Et c'est ce qu'on essaye effectivement d'éviter, qu'il y ait une prise en charge bien en amont de la chirurgie pour que justement les femmes soient accompagnées au mieux. Donc, pour piloter cette démarche qualité, on a mis en place des RCP sur un peu le même type que l'oncologie. Donc, ce sont des réunions de concertation pluridisciplinaires qui, en fait, staffent les dossiers, notamment avant la chirurgie. Dans nos missions, il y a animé la filière endométriose au niveau régional et territorial. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec une mise en place de coordination territoriale depuis tout récemment 2025. Améliorer le parcours des soins des patientes atteintes de la maladie. Donc, ça, c'est pour répondre effectivement aux besoins locaux des femmes, éviter effectivement trop de déplacements sur une pathologie qui est assez complexe et douloureuse. Donc, pour répondre vraiment à des besoins spécifiques, territoriaux et locaux. Et répondre également sur l'amélioration des parcours de soins, parce que dans la région, vous verrez tout à l'heure, on a quand même des problématiques d'accès aux soins dans certains départements. Donc, la mise en place de cette coordination territoriale permet de mieux mailler le territoire localement. Commission renforcer la communication et la lisibilité des parcours de soins. Hein, ça, c'est tout effectivement un axe de communication qu'on fait au fil de l'eau. Et apporter une expertise à l'appui de l'ARS, et c'est pour ça qu'on est dénommé dispositif expert régional, alors, puisque effectivement tous nos correspondants principaux dans la mise en place de la filière sont des spécialistes de la pathologie, qu'ils soient algologues, radiologues, chirurgiens, gynécologues médicaux, spécialistes de la fertilité également, parce que c'est une part importante de la prise en charge de la maladie. Voilà, ça je vous l'ai dit. Donc voilà, la gradation du parcours de soins est très importante, et pour ça, on a des actions spécifiques auprès des professionnels de santé. C'est-à-dire que nous, notre public cible, ce sont effectivement les professionnels. On n'a pas de prise en charge directe de patients. Voilà, on essaye d'améliorer effectivement la connaissance de la pathologie et les formations autour de la pathologie pour que ce soit les professionnels qui améliorent leur pratique, en fait. Voilà. Donc, par contre, on communique beaucoup avec les associations de patientes qui interviennent effectivement dans nos différentes actions, notamment au niveau des journées régionales, et qui font partie de la commission usagée également du réseau EndoSud, enfin de la filière EndoSud. Alors, les actions que l'on a sont des actions de formation et ou de formation qui s'adressent à différents niveaux. Donc, les professionnels sentinelles, qui sont les professionnels qui peuvent repérer effectivement la pathologie. Donc, ce sont par exemple les infirmières scolaires qui peuvent repérer très tôt les jeunes filles qui pourraient avoir des dysménorrhées et qu'il faudrait prendre en charge pour éviter justement que la douleur se chronicise au fur et à mesure. Ce sont également les professionnels des pharmacies d'officine qui peuvent avoir des demandes dentalgiques très récurrentes auprès par les jeunes filles ou par les mères des jeunes filles. Voilà, donc il y a toute ce parcours-là qui est un peu à analyser pour justement essayer de répondre au mieux à la demande sur les douleurs, les dysménorrhées et les douleurs de règles. Donc, on a
supports de communication et de supports de communication et de formation, ce sont des flyers, des sessions de formation spécifiques en présentiel ou en distanciel, des webinaires, notamment en radiologie. Par exemple, ce soir, on a encore un webinaire sur le décryptage des recommandations et autour de l'IRM. Des e-learning, on a un MOOC douleur qui est accessible assez facilement justement et qui pourrait être intéressant justement de partager avec les différents professionnels de vos dispositifs, un médecin généraliste, infirmière, etc. Voilà, c'est toujours un outil qu'on peut mettre à disposition pour votre public à vous. Et des journées régionales qui sont une journée régionale annuelle multidisciplinaire qui a eu lieu par exemple le 16 janvier dernier et une journée douleur qui aura lieu en septembre. Par exemple, dans cette commission douleur aussi, des actions qui peuvent être intéressantes pour vos correspondants sur les programmes d'éducation thérapeutique spécifique endométriose et justement des prises en charge, une formation sur la prise en charge de la douleur pour éviter justement des dérives, je dirais, de traitements beaucoup trop importants par rapport à la pathologie initiale. Voilà, par exemple, éviter les opioïdes, puisque ça va quand même entraîner et aggraver la douleur chronique. Voilà, des petits messages clés comme ça, qui sont quand même intéressants à connaître par beaucoup de professionnels en territoire, quoi, en fait. Alors après, nos formations s'adressent également aux professionnels de niveau 1 de recours, qui sont les professionnels de santé de ville, les sages-femmes, les gynécologues médicaux, les médecins généralistes, et les différentes structures de ville, effectivement, les maisons de santé, les centres de santé sexuelle, etc. Donc là je pense qu'il y a effectivement des actions peut-être à mener ensemble pour toucher plus aisément ce public cible qui n'est pas forcément comment dire, qui n'est pas un public forcément à l'origine de la prise en charge de l'endométriose, mais qu'il est important quand même de contacter pour améliorer les prises en charge initiales. On a mis en place là récemment aussi un nouveau maillage avec les niveaux 1+ de recours, qui sont des établissements de santé qui se sont engagés à mettre en place chez eux des consultations dédiées à endométriose pour faciliter les parcours de soins. Et tout à l'heure, vous verrez, je vous montrerai la cartographie, c'est quand même assez important dans certaines zones. Et c'est pour ça qu'on a choisi pour la coordination territoriale la zone du Haut-Var, où il y avait un défaut d'accès aux soins en termes de démographie médicale, et la zone du Vaucluse aussi, parce qu'il n'y avait jusque-là qu'un seul centre privé qui était référent endométriose en fait, et donc voilà, pour faciliter l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables, on a développé une consultation spécifique sur l'hôpital d'Orange et de Carpentras. Voilà, donc le maillage, en fait, il se fait en 3 niveaux de recours, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 1, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tous les professionnels de ville qui peuvent être impliqués dans le dépistage et le repérage de la pathologie et l'orientation. Le niveau 2, ce sont les établissements de santé qui prennent en charge les examens de deuxième intention, les échographies, les IRM. Et le niveau 3, ce sont les professionnels experts, notamment en chirurgie, avec la chirurgie gynécologique, la chirurgie viscérale et urologique. Voilà. Et toujours là, une expertise est demandée en algologie et en PMA. Puisque la pathologie est quand même, comment dire, est quand même source d'infertilité à 50% en général, quoi. Voilà, alors ça, je ne reviens pas en arrière, mais là, vous avez effectivement le bureau de l'association, voilà, et la mise en place des différentes commissions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors là, je vous montrerai tout à l'heure la cartographie qui sera peut-être plus explicite que ça, en fait. Voilà. Donc, uniquement dans cette diapositive, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a actuellement 29 centres préfigurateurs de la filière. Les centres ne sont pas encore labellisés.
Donc, ce sont des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, qui se sont engagés justement dans la démarche qualité demandée par la filière. Hein. L'idée, c'est effectivement d'améliorer la prise en charge qualitative de la pathologie pour éviter les comorbidités qui sont quand même importantes lorsqu'il y a des chirurgies itératives et éviter au maximum les chirurgies non obligatoires en fait. Voilà, donc on travaille également avec les structures douleurs endométriose, hein, puisque une des manifestations essentielles de la pathologie, c'est la douleur chronique. Et donc, il est très, très important, effectivement, qu'il y ait une prise en charge de qualité sur la douleur. D'où le développement également des programmes ETP avec un focus spécial sur la douleur. Donc tout à l'heure, je vous montrerai l'annuaire du site. On a à peu près 450 professionnels référencés et 3 associations de patientes mobilisées, notamment les associations référencées au niveau national par le ministère, Endomind et EndoFrance, et dans le Vaucluse, l'association Manoleta. Alors ça, c'est cartographie, elle est très très laide, mais elle a le mérite d'exister. Et vous verrez que sur le site, il y en a une plus jolie qui est géolocalisée justement. Donc là, vous voyez un peu les difficultés que l'on a dans la mise en place de la filière, notamment avec une problématique d'accès aux soins dans le département du 04. On essaye effectivement d'améliorer les parcours avec une mobilisation autour de l'hôpital de Manosque et de Digne. Voilà. Et également, vous voyez que dans le Vaucluse, il y avait une problématique, hein, c'est ce que je vous disais là, il n'y avait qu'un seul établissement privé, avec effectivement une grosse population et une population très vulnérable dans ce département du Vaucluse. Alors, ok, donc voilà, je vous dis beaucoup de choses déjà. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose que vous pourrez trouver sur le site. Donc ce sont tous les centres qui se sont engagés dans EndoSud et dans la démarche qualité. Donc on travaille très régulièrement avec les coordinateurs de ces centres pour la mise en place des différents projets du réseau. Donc tous sont très moteurs et très mobilisés. Et vraiment, ça c'est assez caractéristique dans la filière, c'est vraiment l'implication des différents professionnels sur la mise en place de cette filière, avec vraiment la volonté d'améliorer la prise en charge pour améliorer la qualité de vie des patientes. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le moteur, je crois, de la filière. Donc ça c'est une structure labellisée en PACA, ça c'est quelque chose vous pouvez trouver sur le site de l'ARS, et vous avez également des structures avec une référence endométriose qui souvent sont rattachées à un service de gynécologie. Voilà. L'idée c'est quand même de toujours rattacher les structures de ville enfin les structures hors service de gynécologie à un service de gynécologie, puisque la pierre angulaire quand même de la prise en charge de la maladie reste la prise en charge gynécologique. Alors, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, c'était le niveau 1 de recours avec toutes nos actions qu'on a mis en place et qu'on continue de mettre en place. On les met toujours en place sur des constats, sur des états des lieux. Donc, ce qui peut être aussi intéressant dans la collaboration qu'on peut mettre ensemble, c'est comprendre et voir quels pourraient être les besoins, les besoins de vos correspondants, de vos partenaires sur l'endométriose et sur la santé féminine en général, pour pouvoir justement répondre à ces besoins par la mise en place d'actions spécifiques qu'on pourrait voir ensemble. Voilà, je pense que ça peut être aussi intéressant à travailler. Alors, on est rentré effectivement là, toujours pareil, action d'évaluation des pratiques auprès, toujours dans la même idée de démarche qualité. Donc, on travaille autour des RCP et sur aussi des revues de dossiers, plus sur les prises en charge, actuellement, plus sur les prises en charge spécialisées au niveau chirurgical, par exemple. Alors, les axes de travail, poursuite de la structuration de la filière en PACA, démarche qualité également, ça c'est vraiment aussi très très important pour nous. Poursuivre les travaux menés dans le cadre de la commission du LEUR, les bilans d'expérimentation existants et à venir.
Alors, ces expérimentations sont mises en place par le financement de temps de travail spécifiques, notamment d'infirmières, dans des centres, des établissements de santé, et qui vont nous aider justement à améliorer la coordination territoriale entre les différents acteurs. Voilà, renforcement du maillage sur le niveau 1 et le niveau 1+, hein, c'est ce que je vous disais, avec effectivement peut-être des conventions à voir avec le rectorat, les CPTS, les MSP, les DAC, voilà, et les programmes de TP. Alors, donc voilà, si vous voulez rejoindre l'aventure Endo-Sud, on est prêt à vous accueillir et à voir comment travailler ensemble. Alors, l'idée, c'est effectivement de mettre en place un réseau de professionnels identifiés pour qu'ils soient référents de la pathologie et que ces professionnels puissent rentrer dans le maillage territorial et répondre à la fois aux besoins d'autres professionnels pour l'orientation, mais aussi aux besoins des femmes sur une connaissance de la pathologie et des douleurs pelviennes chroniques qui pourraient améliorer justement et prendre en charge plus précocement. Voilà, donc fluidifier les parcours et éviter l'errance médicale, hein, ce que je vous disais. Alors, la plus-value qu'on pourrait trouver travailler ensemble, c'est effectivement c'est être en appui et en complémentarité des dispositifs existants et donner également des messages clés autour de la pathologie, hein, parce que c'est important que tout le monde, je crois, peut être intéressé, que ce soit au niveau du secteur professionnel de santé médicale ou médico-social. L'information est intéressante, est toujours intéressante à avoir pour justement peut-être dire ou alerter et dire à une femme, ben, peut-être aller voir la sage-femme, aller voir le médecin généraliste, parler Luan, voilà, pour éviter justement comment dire, ce renfermement de la patiente autour de sa pathologie. Je crois, voilà, tout le monde c'est un peu le challenge un peu de tout le monde de connaître un peu les différents, d'avoir des messages clés à donner. Voilà. Alors, dans le petit PowerPoint qu'on m'a demandé de préparer, que Jennifer m'a demandé de préparer, il y avait un focus sur des vignettes cliniques. Donc ça, je ne peux pas vous le donner puisqu'on n'a pas de prise en charge directe sur les patientes. Par contre, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye effectivement d'améliorer les actions des professionnels eux-mêmes pour staffer ces prises en charge. Donc, pour exemple, je vais vous dire ce qu'on a fait autour des RCP. Donc, on s'est beaucoup inspiré des RCP d'oncologie, hein, donc les réunions de concertation pluridisciplinaire qui, effectivement, sont chargées de prendre en charge, d'analyser la situation du malade sur différents regards croisés. Voilà. Et donc l'idée, c'est effectivement que chacun puisse échanger sur une situation donnée pour et aboutir à un meilleur choix possible pour le patient lui-même. Donc, il n'y existait pas de RCP d'endométriose. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, et pour faciliter l'accessibilité de chaque professionnel à ces RCP, on a mis en place un outil régional de IRCP. Donc, c'est un outil qui est via la plateforme Rofim et qui permet effectivement à chaque professionnel de se connecter à une RCP, donc soit pour présenter un dossier, soit pour staffer le dossier lui-même. Donc, c'est un outil qui a été, comment dire, les licences ont été prises en charge par Endo-Sud et on les a distribuées à chaque centre de préfigurateur de la filière. Et ça permet effectivement à chacun peut-être d'assister de Briançon à la RCP de Marseille, voilà, sans se déplacer, mais peut-être aussi à l'algologue d'Embrun d'assister à la RCP de Briançon, pour justement parler d'un dossier problématique et améliorer l'orientation des femmes. Voilà. Donc ça, je crois, c'est un outil qui est très performant et très apprécié des professionnels, parce que justement, ça permet alors, il y a à la fois deux versants, c'est directement sur la prise en charge
et la prise en charge de la patiente, mais c'est également à visée pédagogique, parce que justement, on apprend toujours au fur et à mesure de la participation à l'analyse de ces dossiers. Voilà, donc effectivement, les professionnels qui pourraient être partenaires de vos dispositifs à vous pourraient être intéressés pour justement assister à ces RCP. À ce moment-là, ils peuvent effectivement contacter les centres référents de leur territoire pour voir s'ils peuvent être invités à la RCP, par exemple, et ou à terme présenter un dossier eux-mêmes. Voilà. Donc, l'idée, effectivement, d'améliorer la relation entre les professionnels que je dirais de ville et des établissements de santé qui sont effectivement toujours un peu les référents quand même de la prise en charge. Donc, les actualités à venir au niveau de la filière, notamment au niveau des statuts de l'association. Donc, je vous disais, actuellement, le bureau est constitué de 4 membres qui sont chirurgiens gynécologues. Et on a souhait, justement, d'élargir le bureau de l'association avec d'autres professionnels et d'autres structures également pour être plus représentatif de l'organisation régionale. Donc ça, c'est à venir. La rédaction des statuts est en cours et probablement il va y avoir de nouvelles élections là dans l'année à venir. Donc je pense que c'est assez intéressant. Vraiment, la filière évolue au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'essayer de trouver des solutions en fonction de la situation régionale et départementale de chacun. Voilà. L'idée de l'élargissement de ces statuts, c'est aussi en lien avec la constitution des différentes commissions dont je vous parlais. Et actuellement, les 4 membres du bureau sont des chirurgiens gynécologues, mais à terme, on va probablement intégrer des radiologues aussi, peut-être des spécialistes de la PMA et des algologues, voilà, pour justement répondre aux besoins globaux de la pathologie. Voilà, et ben, je crois que je vous ai tout dit, sauf effectivement qu'on a encore un projet qui va se mettre en place dans l'année, c'est la formation continue des professionnels identifiés. Parce que souvent les professionnels, notamment les sages-femmes, ont fait un retour sur le fait qu'elles n'étaient pas assez, alors elles ne se sentent pas forcément très légitimes dans la pathologie, hein, même si elles prennent de plus en plus en charge le suivi gynécologique de prévention, mais il y a quand même un peu ce sentiment de ne pas être légitime sur la prise en charge d'une pathologie, d'une maladie gynécologique. Donc, on va mettre en place des boîtes à outils pour les sages-femmes, justement, pour les mettre plus en confiance. On va aussi mettre en place des analyses de cas cliniques, voilà, pour justement essayer de répondre à des problématiques plus territoriales et locales, en termes soit de connaissances médicales, soit d'organisation locale, territoriale. Voilà, donc je pense que en fait toute la collaboration entre les différents dispositifs, pour nous, elle est attendue, hein, effectivement, parce que je crois qu'on a des correspondants qui sont communs, que nous, on n'arrive pas forcément à toucher de manière très efficiente. Mais voilà, à travers vous, on peut effectivement vous donner de l'information ou leur dire de nous contacter pour avoir de la formation. Enfin, voilà, donc je pense que tout est à travailler et à mettre en place. Alors peut-être que si j'ai un petit peu de temps, Jennifer, je voudrais peut-être montrer le site du réseau. J'ai encore un peu de Oui, temps ou et pas? après, après, il y a quelques questions, donc du coup, on passera aux Ah, questions, mais vas-y, peut-être allez, non, montrer non, mais quand même le site, ça peut être intéressant, je pense. on peut commencer par les questions, ça ne me dérange pas, hein. Ça me dérange pas. Vas-y, on commence par les Bah alors, questions. allez, pas de souci. Il y avait une question sur où est-ce qu'on peut donner comme, enfin, pour si un usager cherche un professionnel qui a cette expertise endométriose, type Mm, sage-femme, mm. où est-ce qu'on peut trouver l'information? Alors justement, sur le site du réseau, vous avez une partie annuaire.
qui est, vous avez un annuaire qui est en accès libre, grand public et professionnel. Hein, il n'y a pas de logging mot de passe. Montre-le directement, Michel, comme ça, moi, ça Voilà. fait le lien avec, Okay. avec la question et on est en lien du coup. Alors, écran entier, autoriser. Vous voyez là, c'est bon? Le site? C'est bon. Oui. Ouais, ok. Donc là, vous voyez, vous avez une présentation de la filière, la pathologie, les formations. Alors, on est certifié pardon, Calliope. Donc, vous avez effectivement, là, on répond effectivement à la demande de Calliope sur nos formations. Donc, vous pouvez retrouver tout ce qui a été fait et tout ce qui est à venir. Alors, ce qui a été fait surtout, parce qu'à venir, là, on n'a pas encore mis en place parce qu'on n'a pas eu trop le temps. Et l'annuaire, là, vous avez l'annuaire, donc vous avez une recherche guidée. Vous pouvez filtrer par département et par ville, mais l'idéal, c'est quand même de filtrer par département. Parce que les villes, en fait, vous pouvez avoir par exemple une sage-femme à Rayanne. Il faut vraiment taper Rayanne pour qu'elle apparaisse. Donc, si vous filtrez par le 04, à ce moment-là, par exemple, voilà, on va filtrer par département. Non, par département, pardon. Voilà. Vous avez effectivement, et on peut faire. Alors, je vais vous montrer peut-être, parce que dans les Alpes de Haute-Provence, on n'en a pas beaucoup, mais ça peut être aussi intéressant. Hein, vous verrez la cartographie, voilà. Donc, cet annuaire, il est incrémenté régulièrement au fil de l'eau par les professionnels qui nous disent vouloir être référencés, par exemple, après les formations. Mais il nécessite quand même là une mise à jour qu'on va faire dans le courant des 6 prochains mois. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui ne veulent plus. Voilà, donc, voilà. Donc vous voyez, vous avez différents professionnels que vous pouvez aussi chercher par spécialité. Hein, voilà. Par exemple, je ne sais pas, alors sage-femme, voilà. Donc, non, mais là, sage-femme, c'est trop. Voilà. Chirurgie gynécologique. Et on va faire par exemple dans le 13, donc là vous aurez effectivement un maximum de professionnels, hein, puisque dans la cartographie que je vous ai montrée et que je vais vous remontrer, vous verrez qu'il y a quand même une grosse concentration d'établissements et de professionnels autour d'Aix, Marseille, Nice. Voilà. Alors, en endométriose, qui sommes-nous? Je me permets, Michel, par rapport à la question de départ, est-ce que du coup, l'expertise endométriose, il y a quelque chose qui est un peu plus spécifique que le fait de trouver une sage-femme? Est-ce qu'il y a des sages-femmes qui ont des formations particulières? Et dans ces cas-là, est-ce que cette information d'une compétence supplémentaire sur la question du traitement de l'endométriose, on peut la trouver sur l'annuaire? Alors, non, pas encore, parce que on est en cours de labellisation et que les centres eux-mêmes sont des centres préfigurateurs. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, on a 20 centres préfigurateurs qui ont candidaté à la fois pour des niveaux 2 et des niveaux 3, et on est en train de les labelliser, entre guillemets, justement autour d'un gros travail autour des RCP. Par contre, vous avez effectivement dans les centres préfigurateurs, que vous verrez, que vous voyez là sur la carte, donc le CH de Briançon, de Gap, de Nice, etc. Si vous avez effectivement une spécificité, une prise en charge spécialisée en gynécologie notamment. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu. En fait, il y a cette cartographie, l'annuaire, pardon, implique les 3 niveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué, effectivement, pour orienter vers un niveau hyper spécialisé parce qu'on n'a pas encore labellisé nos centres. Mais par contre, ces centres préfigurateurs sont peut-être de bonnes pistes d'orientation
pour des Voilà. patientes qui ont besoin, qui sont un peu en errance et vers qui, voilà, en tout cas, Alors, on peut se dire qu'en les envoyant vers ces centres préfigurateurs, il y a quand même une prise en charge assez spécifique avec une avec une compréhension de l'endométriose et des conséquences, notamment de oui, la douleur. Ok. mais également dans l'annuaire de contact que je vous ai montré tout à l'heure, puisque les professionnels qui sont référencés ont fait des formations. Puisque comment dire, la demande d'EndoSud pour être dans l'annuaire, c'est de faire une formation, au moins une formation à l'année, sur l'endométriose. Mais cependant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure et ce qu'on va améliorer encore, c'est sur la formation continue pour justement donner des boîtes à outils, des clés aux professionnels pour qu'ils se réassurent dans leur pratique. Voilà. Donc, la difficulté, c'est que rien n'est figé là encore dans la filière, hein. Tout est en évolution et ça va s'affiner au fur et à mesure. Mais par contre, si vous avez un délai, par exemple, de 6 mois d'attente sur un centre, par exemple, au CHU de Nice, ou alors c'est le mauvais exemple, le CHU de Nice, parce qu'ils ont mis en place un hôpital de jour. Mais si vous avez voilà, une attente de 6 mois pour une patiente, bah, peut-être qu'il vaut mieux, surtout si le diagnostic d'endométriose n'est pas fait, peut-être qu'il vaut mieux l'envoyer vers une sage-femme, par exemple, ou un médecin généraliste qui apparaît dans l'annuaire, pour justement un peu staffer le cas et prendre en charge peut-être un traitement en amont, enfin, mettre en place un traitement en amont de l'envoi chez un spécialiste chirurgien. Je pense que... D'accord. Euh, Je pense que Annie, est-ce que au niveau de la réponse, est-ce que ça te convient ou est-ce que tu voulais approfondir un petit peu ta demande par rapport Non, au... c'est parfait. L'idée, c'est de pouvoir voilà, identifier des sages-femmes qui proposent au moins le diagnostic, parce que oui, ce soit parmi, je pense, les personnes qu'on accompagne ou même autour de nous. Enfin, voilà. Donc, je trouve que c'est important d'avoir cette info en tant que femme. ok. Après, c'est ce que je vous Et, disais tout à l'heure, hein, ce qu'on essaye de faire, c'est justement aussi de sensibiliser, par exemple, les pharmacies d'officine. Donc, il y a une formation spécifique qui s'appelle EndoAct via leur organisme de formation qui permet aux pharmacies d'officine de repérer les femmes qui ont des symptômes parlants, des dysménorrhées sévères, des symptômes parlants à risque d'endométriose. Voilà. Et eux peuvent effectivement conseiller ou d'aller voir une sage-femme ou d'aller voir un gynécologue, etc. Voilà. je fais le lien parce qu'il y avait cette question-là qui est apparue dans le questionnaire. Les professionnels qui font le diagnostic, c'est donc les médecins, les gynécologues, les sages-femmes. Il y a d'autres professionnels qui font le Les, diagnostic? les médecins généralistes formés effectivement à la gynécologie. Alors, il y a différents niveaux, hein. Il y a repérage et diagnostic. Le diagnostic de l'endométriose se fait essentiellement sur l'échographie pelvienne et en seconde intention sur l'IRM. Donc, effectivement, les radiologues ou les médecins et sages-femmes formés à l'échographie, qui ont l'habitude de l'échographie pelvienne, font le diagnostic. Et les gynécologues aussi, bien sûr, qui font l'échographie, voilà, font le diagnostic. Et enfin, c'est pour ça qu'il y a deux niveaux, il y a le repérage, l'orientation et le diagnostic. Le diagnostic, souvent, enfin, toujours est fait sur de l'imagerie. Voilà. Il y avait une autre question sur le questionnaire avant de passer aux deux autres questions de la discussion, plutôt sur le côté entrée dans le parcours. Voilà, il y avait une question en regardant sur le site internet d'EndoSud, je n'arrive pas à comprendre comment les patientes atteintes d'endométriose peuvent entrer dans un parcours type pluridisciplinaire. Vous pouvez nous expliquer les parcours de ces patients, de ces patientes au moment de l'annonce du diagnostic au sein des filières dédiées. Une fois qu'il y a le diagnostic, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, tout dépend. Alors, il y a des parcours de soins qu'on est en train de rédiger. Alors, par exemple, le parcours sur le niveau 1, c'est par exemple la jeune fille qui vient pour des dysménorrhées sévères. À ce moment-là, on peut donner une contraception hormonale à visée thérapeutique, pas à visée contraceptive, mais à visée thérapeutique. Pour calmer les douleurs, hein, puisque l'endométriose est liée au cycle hormonal, hein, c'est-à-dire que l'endométriose sont des
des parties de l'endomètre qui vont se mettre un peu sur les différents organes autour et qui vont réagir comme de l'endomètre, c'est-à-dire qu'au moment des règles, ils vont saigner, être inflammatoires, vont saigner, et donc ça va entraîner des douleurs. Donc le premier traitement, c'est effectivement donner un traitement hormonal à visée thérapeutique pour calmer les douleurs. On refait un bilan. Si au bout de 6 mois, la patiente a toujours des douleurs et on peut à nouveau changer de contraception, de traitement hormonal, pardon. Et si au bout d'un an, par exemple, il faut quand même le temps d'évaluer un peu la façon dont la patiente réagit au traitement. Si au bout d'un an, entre 6 mois et 1 an, elle a toujours des douleurs, à ce moment-là, on va l'envoyer faire une échographie, par exemple, ou une IRM, et on va l'envoyer, dans ce cadre-là, chez un spécialiste, gynécologue le plus souvent. Et c'est là que rentre après toute l'analyse de toutes les... L'endométriose, c'est une pathologie individuelle, c'est-à-dire que chacun va réagir de manière individuelle aux symptômes. Il peut y avoir, par exemple, de gros endométriomes très très importants qui ne seront pas parlants. C'est-à-dire que la dame, elle ne va pas avoir mal. Et à ce moment-là, on la laisse, je veux dire, tant mieux si elle a pas mal, mais on ne va pas forcément l'opérer parce que l'endométriome est gros. S'il n'est pas parlant, on ne va pas l'opérer. Par contre, s'il y a des petits endométriomes qui sont très douloureux et très invalidants pour la patiente, puisque c'est quand même les douleurs chroniques sont quand même des douleurs très invalidantes qui peuvent empêcher une vie normale, aller travailler, faire du sport. Enfin, donc à ce moment-là, oui, on va peut-être rentrer dans un traitement plus chirurgical, mais en ayant bien staffé effectivement tout ce qui est douleur avant, l'algologie, la PMA, la préservation de la fertilité, etc. Donc les réponses, elles sont vraiment individuelles. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le message clé, c'est justement qu'il faut éviter que les patientes aient une douleur qui se chronicise. Donc le plus tôt on la prendra en charge, soit avec un traitement hormonal thérapeutique, soit avec des antalgiques, le mieux on va éviter, au mieux on va éviter la chronicisation de la pathologie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, enfin, je pense que je ne sais pas si la personne qui avait posé la question sur le questionnaire est là. Il me semble que oui. J'en profite pour faire juste un lien. Il me semble qu'il y a un questionnaire d'évaluation de la douleur et des symptômes Oui, liés à l'endométriose. C'est oui. un questionnaire qui est libre d'accès sur Internet, qui est sur votre site Alors, Internet sur EndoSud ou qui est obligatoirement donné par un médecin. non, alors vous avez le score de convergence PP qui est effectivement accessible sur Internet, qui est un score sur les douleurs pelviennes chroniques, dont l'endométriose, mais c'est beaucoup plus généraliste que l'endométriose. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, notre objectif est de donner ce type d'outils, par exemple, aux professionnels dans le cadre des formations continues, parce que ça, c'est très important également. Donc, actuellement, l'idée quand même de ces formations continues, ce serait de mettre en place un lien, un site sur notre site internet, un site spécifique réservé aux professionnels sur login et mot de passe où ils pourraient avoir accès à ce type d'outils. Parce que l'idée, ce serait effectivement qu'ils puissent être encore mieux identifiés comme référents sur la pathologie dans la région. Donc, Et est-ce que des professionnels qui sont, par exemple, des acteurs de la coordination, des DAC, des dispositifs, ont la possibilité d'être un peu, par cette sensibilisation-là, un peu promoteurs de ce type d'outils auprès des patientes pour que derrière, cette auto-évaluation de la douleur puisse emmener à un diagnostic plus facile? Est-ce que ce genre de parcours est envisageable ou ça reste quand même
de la prérogative même si je ne parle pas de diagnostic posé en amont d'un médecin, mais est-ce que cette auto-évaluation et donc du coup nos acteurs des dispositifs qui peuvent aider à envisager peut-être qu'il faudrait faire cette évaluation vous-même de votre côté, est-ce que c'est des outils, est-ce que c'est des choses qui peuvent peut-être avancer et peut-être prévenir et anticiper et aider au diagnostic? Oui, aider au repérage tout au moins, si ce n'est le diagnostic. Oui. Voilà, tout dépend effectivement à quel professionnel ça peut s'adresser dans vos dispositifs. Voilà, parce que vous avez effectivement probablement des médecins, des infirmières, des psychologues, des assistantes sociales, voilà, qui pourraient être intégrés à la filière EndoSud. Je pense qu'il y a deux niveaux, hein, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau d'information qui doit être, à mon avis, accessible à tout le monde, professionnel ou du médico-social ou du soin, pour justement conseiller les femmes sur une orientation vers un professionnel qui pourrait être trouvé sur le site d'EndoSud. Voilà. Et le niveau vraiment de prise en charge médicale qui, là, s'adresse aux professionnels de santé médicaux. Voilà. Le rôle de l'infirmière, par exemple, peut être un rôle d'accompagnement aussi, alors que ce soit dans les programmes d'éducation thérapeutique, mais aussi à domicile, etc. Mais oui, je pense qu'il y a effectivement à améliorer les actions, oui, améliorer la coordination entre chaque dispositif et donner effectivement à vos correspondants des outils dont ils pourraient avoir besoin aux différents niveaux du parcours, bien sûr. Et puis c'est vrai, tu m'en parlais la dernière fois, mais toutes les conséquences d'une telle maladie sont parfois vecteurs de complexité et de sources d'autres, d'impact sur le quotidien qui peuvent du coup être alertants pour des métiers comme coordinateur de parcours dans un DAC ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi de se dire derrière, est-ce que la personne est en capacité, est-ce que ça ne va pas atteindre sa vie professionnelle, sa vie sociale, sa capacité à, etc. Et que du coup, cet accès au diagnostic et du moins au repérage peut être aussi une aide derrière au diagnostic et donc du coup à une amélioration de la vie dans son ensemble. L'idée, c'est de repérer le plus tôt, d'orienter et de conseiller une orientation pour mieux diagnostiquer précocement. Voilà. Après, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça on envisage aussi de travailler avec la médecine du travail. Ça, on en avait un petit peu parlé aussi, hein, parce que la médecine du travail est quand même un acteur phare dans la prise en charge, hein, notamment au niveau des entreprises. Quand une femme est souvent absente ou a des douleurs chroniques, invalidantes, qui ou l'empêchent de travailler ou la remplient en quatre au niveau professionnel, là, oui, effectivement, le médecin du travail peut être un bon levier auprès de l'employeur et pour aménager, par exemple, le travail, aménager les plages horaires ou aménager, par exemple, du télétravail pour que ces patientes soient beaucoup plus confort pendant leurs règles. Voilà. Donc là, oui, il y a plein de choses à faire justement avec la médecine du travail, qui peut-être sont parmi vos correspondants, parce que c'est quand même assez compliqué, hein, l'organisation de la médecine du travail. En région, il n'y a pas vraiment pour moi, c'est très flou. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai un peu de mal à comprendre l'organisation. Oui, je pense pas qu'on soit allé effectivement pareil sur un niveau de coordination, de collaboration, coopération avec la médecine du travail, mais comme tu le dis très bien sur la question de la prévention et de l'entrée dans des parcours de soins, ça doit être des acteurs potentiellement à sensibiliser ou en tout cas avec qui il faut collaborer. Je me permets parce que je vois qu'il reste quelques minutes avant la fin. Il y a deux autres questions dans le chat. Donc, une pour avoir le nom de la plateforme IRCP dont tu as parlé tout à l'heure. C'est la plateforme ROFIM. Comment tu l'écris? ROFIM. C'est une plateforme de télémédecine. M comme Michel? Tout à fait.
C'est une plateforme qui est beaucoup utilisée en oncologie, donc probablement les oncologues la connaissent bien, et c'est une plateforme de télémédecine avec des options de téléconsultation, téléexpertise, etc. Voilà. Et donc, si vous avez besoin éventuellement de contact, je peux te le faire passer, le contact que l'on a, nous, à notre niveau, qui pourrait répondre éventuellement à des demandes. Alors, sachant aussi que Rofim, c'est la plateforme qui est utilisée par la majorité des filières au niveau national. Voilà. Donc, ce qui permettrait éventuellement d'avoir des indicateurs communs au niveau national, ce qui pourrait être intéressant au niveau de la pathologie en termes de recherche, par exemple. C'est la cellule des soins palliatifs qui posait la question, puisqu'ils ont des missions assez similaires. Voilà, vous êtes un peu sur des façons de procéder un peu similaires avec ces filières nationales, etc. Muriel, ce que je te propose, c'est de vous mettre en contact toutes les deux pour toutes ces questions-là. Voilà, sur les questions de coût de la plateforme et d'organisation, ça sera très certainement plus intéressant pour vous d'en discuter. Comme ça, au moins, tu pourras poser toutes tes questions. Il y avait une question aussi sur des événements. Est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus en 2006 dans le Var? Dans le Var, oui. Alors, il va y avoir une soirée organisée probablement entre, allez, on va dire avril et mai, par Laure, qui est la coordinatrice territoriale, et qui envisage effectivement une soirée de présentation des projets et de l'articulation avec Endo-Sud. Oui. Annie, est-ce que le Dagvar Ouest est dans les listings Endo-Sud? Alors, je ne sais pas. J'ai demandé à Chavi, qui est la directrice à douane du Dagvar Ouest. Je crois qu'on n'a pas eu de contact encore avec leur part. Je ne sais pas comment en tout cas, vous devez être destinataire des actions Endo-Sud, notamment de la journée, voilà, parce que vous êtes dans nos contacts. Okay. Après, je verrai avec Laure, effectivement, là, elle est en train de... On est en train de beaucoup travailler sur la mise en place d'un programme ETP, justement, dans le Var, et je ne suis pas sûre qu'elle ait pris contact. En tout cas, elle a pris contact avec les CPTS, et avec les DAC, je verrai avec elle. Hein. Et le DAC Var Ouest est intéressé. Oui. Ça. Oui, et puis aussi pour signer une convention, mais ça, c'était la question suivante, pardon. Alors ça, la convention, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dans l'évolution des statuts, ça va être à envisager, mais je ne peux pas encore vous répondre sur concrètement sur ce qu'il faut faire, comment ça va être fait. Voilà. On attend la rénovation des statuts alors, la refondation des statuts. Ok. C'est ça. Ouais. Ça marche. Ouais. Ça a démarré sur une collaboration et un lien entre vous, au moins avoir des liens et peut-être Michel, dans le PowerPoint qu'on diffusera, il y aura les coordonnées des différentes coordinatrices? Je crois que oui. Oui. Oui, je crois que je les ai vus. Dans le PowerPoint que tu as mis là, il y avait. Donc voilà, comme ça au moins chacun aura les coordonnées. Vous pourrez vous mettre en lien avec. Nous, on essaye de diffuser aussi au niveau de la Fédé, donc que ça soit sur LinkedIn, mais parfois même sur notre site internet, les événements de nos adhérents. Donc on diffuse souvent, ou en tout cas on relaye souvent sur le LinkedIn les journées qui se passent au niveau de nos adhérents et notamment en Endo-Sud. Donc il y aura cette info, mais c'est toujours mieux effectivement de faire partie des listings. Comme ça, au moins, vous ne loupez pas les informations. Dernière question. Des coordinatrices dans les... Oui, c'était exactement la question que je voulais poser. Tu as parlé donc de coordinatrices du Var, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Ouais. Et donc, qu'en est-il pour Hautes-Alpes, Alpes-de-Provence et Alpes-Maritimes? Alors, je vous ai expliqué pourquoi on avait fait le choix du Var et du Vaucluse. C'est parce qu'il y avait des difficultés d'accès aux soins, avec notamment financiers et géographiques. Et donc, le choix a été fait de mettre des temps de coordination supplémentaires. Par exemple, le département
du 04, il y a un gros problème d'accès aux soins, hein, puisque vous avez vu sur la carte, il n'y a rien il y a aucun établissement qui a candidaté aux différents appels à manifestation d'intérêt. Et ça, on est en train de le travailler. Voilà. Mais on ne peut pas mettre une coordination territoriale s'il n'y a rien d'existant. Parce que l'objectif, c'est d'améliorer justement la coordination territoriale et de répondre aux besoins locaux. Donc, il faut qu'il y ait quand même une dynamique départementale déjà un petit peu installée, à minima. Donc là, pour le moment, c'est un peu expérimental. Je ne peux pas répondre à la question de savoir s'il y en aura ou si on va enlever les coordinations à venir. Ou... Ce que je disais la dernière fois, c'est qu'on est financé sur une instruction ministérielle. Donc, on dépend complètement aussi de la politique de santé à venir. Donc, voilà, peut-être à la différence des autres DAC, hein, c'est-à-dire que si demain, il n'y a plus d'instruction sur l'endométriose, ben, voilà, la coordination ne sera plus financée, c'est clair. Il faudra trouver d'autres solutions. Donc, on avance au fur et à mesure, effectivement, de l'argent que l'on a, et on essaie de mettre cet argent, ces subventions, au mieux, voilà, en fonction de l'évaluation territoriale. Peut-être que par contre, les dispositifs qui sont sur les territoires, si jamais en étant un peu ambassadeur de ce discours-là, on se rend compte qu'il y a des professionnels de santé intéressés par cette démarche, on peut vous en faire part sur EndoSud et du coup, ça peut à l'inverse créer le besoin et créer du coup la ressource sur le territoire. Voilà, maintenant qu'il y a des liens qui sont faits, ça peut être opportun aussi de le faire dans ce sens-là peut-être. Complètement, oui. Je crois que les collaborations dans tous les sens sont les bienvenues. Voilà. Ce que je voulais dire tout à l'heure, Jennifer, je vais t'envoyer le flyer du réseau, du dispositif qu'on a réactualisé là en début janvier. Comme ça, si tu veux aussi le diffuser aux différents partenaires, voilà, ce sera fait. On le mettra sur le site internet avec le PowerPoint et le webinaire. Ça marche. Moi, j'ai une dernière petite question, là, 14h02, mais très rapidement, c'est pour culture personnelle. Tu as parlé d'algologie tout à l'heure, et alors vraiment, c'est un mot que je ne connais pas du tout. L'algologie, c'est une spécialité médicale sur la prise en charge de la douleur et de la douleur chronique spécifiquement. Voilà. Donc, c'est en fait, oui, une spécialité médicale qui en fait, qui est à la fois sur des traitements médicaux, des traitements médicamenteux, mais aussi sur des traitements, je dirais, comportementaux, sur tout ce qui est thérapie cognitive, etc. Voilà, c'est une prise en charge globale. Voilà. D'accord, c'est bien. Ben voilà, comme ça au moins, j'ai l'information. Et si tu veux, sur le site de l'ARS, tu trouveras les structures douleurs chroniques sont référencées sur le site de l'ARS et sont labellisées par l'ARS. Voilà. Donc la cartographie qui est dans le PowerPoint, tu la retrouveras également peut-être plus complète encore sur le site de l'ARS. D'accord, très bien. Bon, bah, super. Et je me fais le lien de la dernière question sur l'existence de EndoSud dans Cassis. Simplement, je vais répondre aussi sur une partie. On en a discuté avec Marion et Étienne. La question des dispositifs qui n'ont pas fil actif pour l'instant sur Cassis, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, les questions, c'est plus complexe. Hein. Oncopaca nous a fait remonter. Voilà. Donc, oui, EndoSud sur Cassis, bien sûr, mais peut-être sur une prochaine vague ou en tout cas à réfléchir. On le réfléchit aussi avec les dispositifs experts régionaux qui ne sont pas sur de l'accompagnement patient parce que du coup, le remplissage du questionnaire est un peu plus complexe pour ces partenaires-là. Voilà. Bon, bah écoute, merci d'avoir répondu pour moi parce que j'aurais été incapable de le faire. On en a discuté avec Aude Leblé d'Oncopaca, donc j'ai eu Marion ce matin, donc j'avais la réponse plus facile. Ça va, super. Merci beaucoup Michel. Je vous en prie. Merci à tous. Merci à vous. Si jamais vous avez d'autres questions, on va peut-être libérer les gens puisqu'il est 14h04. Mais si vous avez d'autres questions, vous aurez les coordonnées de Michel Marco. N'hésitez pas. Je laisse Muriel se mettre en contact avec Michel sur les questions de la plateforme IRCP. Je vous remercie pour votre présence. Merci encore Michel. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochains rendez-vous de la coordination. À bientôt. Merci beaucoup.